Bienvenue dans Disruption Protestante, je suis Antoine Gouritin. Je sais, en vous proposant ma rencontre désinspirante avec Susanna Pozzoli cet été, je vous avais promis d'autres épisodes qui ne sont pas encore arrivés. Je vous assure qu'il y a d'autres épisodes sur les rails qui seront dans vos oreilles dans les semaines à venir. Il faut dire que ces derniers mois ont été très occupés de mon côté. Il y a de nouveaux épisodes de Ici Demain à écouter. Ici Demain, c'est la série audio de Ville Internet, une cousine germaine de Disruption Protestante qui raconte le numérique citoyen dans les collectivités. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Vous pourrez par exemple visiter la maison de service au public de Frontignan dans l'Hérault, comprendre à quoi sert un système d'information géographique du côté de la communauté de communes Caux-Vallée de Seine en Normandie, ou encore suivre les pas d'une délégation française en visite à Toronto, dans le quartier test de Smart City développé par une filiale de Google. J'ai aussi terminé mon premier livre, qui a été publié chez FIP Édition fin août. Il s'intitule Le Startupisme, le fantasme technologique et économique de la Startup Nation. Il reprend les thèmes et les rencontres des 2 premières saisons de cette série, accompagné de nombreuses lectures d'universitaires et de journalistes français, mais surtout américains et non encore traduits chez nous. D'ailleurs, j'ai le plaisir d'être invité par le Mouton Numérique à un débat avec Abline Majorel, animé par Irénée Regnault le 26 septembre prochain. Abline est responsable des actions mutualisées d'incubation au sein de l'Institut Mines Télécom. On se demandera si la Startup Nation peut être plus qu'un fantasme. Ça se passe chez Creatis à Paris, je mets toutes les infos dans la description de l'épisode. Pensez à vous inscrire rapidement en suivant le lien. Les places sont gratuites mais limitées. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une interview autour de mon livre que j'ai réalisé avec Alexis Poulain. J'anime et produis La République Inaltérable avec Alexis depuis 1 an. C'est un habitué des plateaux de télé et de radio parisiens, et dans cette balado-diffusion, on s'intéresse chaque mercredi matin à l'actu de la semaine avec sa façon bien à lui de la raconter, plus cash que sur les plateaux. Et tout le monde sait que le roi est nu, mais au lieu d'aller se cacher, non, il s'exhibe et il fait l'hélicoptère avec sa bite, quoi. Donc tout le monde regarde fasciné en disant qu'est-ce que tu veux faire? Et puis si après il se retourne, il fait regarde mon cul, et tu fais super, qu'est-ce qu'on fait? Et si jamais t'as le malheur de trop regarder ou de commencer à faire un truc, on t'arrache un œil, donc c'est compliqué. Le samedi, nous publions l'interview d'un auteur qui est dans l'actualité pour donner matière à réfléchir. Nous avons par exemple reçu il y a quelques temps Vincent Coquebert pour Millennial Burnout, une interview qui aurait pu figurer dans Disruption Protestante de par son sujet d'ailleurs. Je vous invite à aller l'écouter. Cette semaine, nous avons échangé les rôles. C'est Alexis qui me pose des questions. N'hésitez pas à aller vous abonner à La République Inaltérable si ça vous intéresse. Bonne désinspiration. C'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et donc voilà, moi je suis avec les gens, on est heureux et tout va bien. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Eh bien c'est ça, on a tout misé sur l'esprit start-up. Je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française? Liberté, égalité, fraternité. Eh ben banco, voilà, nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne. Je suis Alexis Poulain. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Aujourd'hui, je reçois Antoine Gouritin. Bonjour Antoine. Bonjour Alexis. Eh bien, Antoine Gouritin, c'est mon acolyte dans La République Inaltérable et c'est aussi un essayiste de talent qui a sorti aux éditions FIP Le Startupisme, un livre essentiel pour comprendre le fanatisme technologique de certains et puis eh bien, le rêve du tout économique et du tout technologique de nos élites qui ont rêvé en fait d'un nouveau monde avec les startups. Alors, tu commences ton livre, c'est assez marrant, sur le discours de Macron en décembre. Lors de la crise des Gilets jaunes. Et j'ai trouvé ça drôle qu'on commence ce livre là-dessus en disant mais tiens, pourquoi t'as choisi cette ouverture à ce moment-là? Alors, pourquoi j'ai choisi cette ouverture-là ? Parce que l'objectif du livre, le premier objectif, c'est de faire de la vulgarisation, expliquer aux gens ce qui se passe, parce qu'on a tout un mythe autour en se disant que tout va passer par les startups, et donc il n'y a pas à le remettre en cause, il n'y a pas d'alternative, on connaît bien cette ritournelle-là. C'est la nouvelle version du pas d'alternative version licorne, et je trouvais cette ouverture-là intéressante, parce que ça montre que ça, c'est un discours qui a été complètement dépolitisé, alors que pourtant les choix technologiques qu'on va faire, les choix économiques qu'on va faire, surtout en ce moment, c'est des questions
totalement politique, donc je trouvais l'ouverture intéressante parce que au moment de la crise des Gilets jaunes, juste avant le discours de Macron, donc c'était le 10 décembre je crois, où il a commencé à faire quelques concessions, où il a fait cette espèce de petit discours de contrition, mais en disant je vous ai compris, mais bon quand même j'ai raison. Il recevait des investisseurs, parce que le but c'est de faire de la France un havre pour les investisseurs étrangers et pour développer nos startups. Et donc pendant que Macron préparait son discours et se terrait à l'Elysée et donnait aucun signe de vie, il recevait à l'Elysée et à Station F des investisseurs étrangers parce qu'on allait se sortir de là par les startups. Alors il y avait un article intéressant dans TechCrunch, qui est un magazine spécialisé dans les startups aux États-Unis, qui montrait que les investisseurs qui étaient là étaient très contents du travail fait par Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir, les ordonnances travail, etc. parce que ça stabilise le marché du travail et l'économie, et quand c'est stable, on peut venir investir de l'argent et donc développer les startups. Et je trouvais ça intéressant. Et puis je termine cette petite introduction par le discours de Darmanin, c'était sur France Info un matin, où il était interrogé sur la privatisation d'Aéroports de Paris, où il mettait fin à la discussion en disant non mais de toute façon ce qu'on va gagner en vendant Aéroports de Paris, on va l'investir pour faire le Google français. Oui, c'est ça le fond. Et comme si c'était l'argument qui mettait fin à toute discussion. On va mettre de l'argent pour faire des grosses startups, donc c'est bon, on peut faire. Et donc c'est l'objectif aussi du livre, c'est de montrer que c'est des choix complètement politiques, qu'il n'y a rien d'inéluctable là-dedans et qu'il faut les discuter. Donc le but du livre, c'est de montrer tout ce qu'il y a derrière, caché ou pas très bien caché d'ailleurs souvent. Donc voilà, je trouvais l'introduction intéressante. Ce qui n'est pas caché, ce que tu dénonces dans le livre, c'est que c'est aussi un modèle économique, un modèle financier, la start-up, qui est complètement fait pour les élites en place. C'est-à-dire qu'on renouvelle un peu la façon de faire de l'argent de manière encore plus facile, parce que finalement ça demande très peu d'investissement. Une start-up, on va aller chercher des fonds, et puis tout ça, ça prend en école de commerce, et qu'il n'y a pas d'idée autre que faire de l'argent facile et rapide. Ouais, alors eux ils sont persuadés qu'ils changent le monde, mais ils changent le monde en répondant à des problèmes de premier de cordée. C'est assez net, aux États-Unis, il commence à y avoir même des universitaires qui travaillent là-dessus, en montrant que ces startups, la plupart du temps, ne s'intéressent qu'à des problèmes qui vont pas résoudre grand chose, notamment sur ce qui concerne les inégalités. On a vu là récemment, que ce soit au G7 ou autre, même les grandes entreprises qui disent non mais nous on va être éthique, et puis les startups servent un petit peu de paravent à ça, en disant même si, mais regardez, on va bosser avec des startups, donc on va être champion de la terre et travailler contre les inégalités, alors qu'en fait pas du tout. Je crois que le meilleur exemple c'est Uber. Je le prends pas dans le livre, mais c'est un super exemple. Je sais pas si tu sais comment ils ont eu l'idée pour Uber. Non, à Paris parce qu'ils trouvaient pas de taxi, non, c'est pas ça ? Alors non, c'était à San Francisco. C'est un mec qui avait déjà revendu plusieurs startups et qui était déjà riche, qui commandait des taxis à San Francisco. Donc à l'époque juste après la sortie de l'iPhone en plus. Donc c'est pour ça aussi c'était le début des applications mobiles. Et il essayait d'avoir un taxi pour aller à des rendez-vous business. Et puis ça mettait du temps. Donc il a commencé à appeler plusieurs compagnies de taxi en même temps. Et puis il prenait le premier qui arrivait. Belle méthode. Et au bout d'un moment, son numéro a été blacklisté par toutes les compagnies de taxi. Ils sont pas cons quand même. Et donc lui il s'est dit alors maintenant qu'est-ce que je fais, parce que plus personne veut me prendre. Et là il s'est dit ah ouais, on va faire une application mobile, comme ça il y aura pas de problème. Voilà. Et en fait, ça part souvent de ça. Et tu parlais de Paris avec le trafic. Moi il y a un truc qui est très drôle. J'ai bossé dans une start-up et dans le tourisme et la culture. J'ai entendu 3 fois la même histoire sur ces applications mobiles pour le tourisme. À chaque fois, j'étais en vacances à Venise. Je savais pas quoi faire en dehors des horaires de visite guidée. Je voulais pas prendre une visite guidée qui coûte cher, et il faut être à l'heure, à telle heure, machin. Donc je me suis dit ah tiens, si j'avais un guide personnel sur mon téléphone, ce serait quand même vachement plus simple. Je l'ai entendu 2 ou 3 fois avec Venise et encore 1 ou 2 fois la même avec Paris, tu vois. Donc c'est toujours ces choses-là. Et après, on lance la machine. C'est facile à monter parce que ça demande pas beaucoup d'investissement. Tu loues un peu d'espace serveur chez Amazon et tu développes ça sur un ordinateur. Tu trouves 1 ou 2 développeurs et puis c'est bon, quoi. Tu peux y aller. Et après, c'est une question de se faire connaître et d'avoir de l'argent pour faire du marketing. Et c'est là qu'interviennent les levées de fonds. Parce que si tu lèves pas de fonds, tu meurs assez vite. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire le bouquin, c'est que la plupart des gens qui sont dans ce milieu de l'économie numérique
ont beaucoup de mal. C'est très très dur, mais évidemment pour plein de raisons marketing, on met en avant ceux qui lèvent beaucoup de fonds, qui deviennent riches et qui soi-disant changent le monde. Mais c'est une partie très faible de tout ça, et pourtant c'est ça qu'on montre en exemple. Et ce que je voulais montrer dans le bouquin, c'est que pourtant, en plus c'est pas neutre, le modèle de financement avec des levées de fonds, c'est loin d'être neutre, et ça entraîne beaucoup de problèmes. Ouais, et alors c'est justement, est-ce qu'on a les chiffres du nombre de startups qui passent la barre des 3 ans comparé au nombre de startups créées? C'est assez variable. En général, on dit qu'il y en a 9, au bout de 3-4 ans, 9 sur 10 qui sont mortes. Et dans celles qui commencent à lever des fonds, parce que pour expliquer aux auditeurs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a différents paliers de levée de fonds. Et à chaque palier, en fait, l'avenir de la boîte devient un peu plus assuré, parce que des investisseurs qui vont rentrer, qui vont filer pas mal d'argent à une levée de fonds, vont vouloir revoir leurs petits, donc vont avoir tendance à participer à la levée de fonds d'après. Et voilà. Des fois, il n'y a pas forcément de produit derrière et de vrai business, mais quand on a commencé à investir et qu'on a commencé à vendre du rêve, c'est un peu un engrenage. On continue à rester dedans. Donc par contre, dans celles qui commencent à lever des fonds, arriver à un certain palier, c'est plutôt 1 sur 3 qui résiste plusieurs années et qui va devenir une vraie entreprise, plutôt que 1 sur 10. Alors, tu parlais de religion, et c'est vrai que c'est quand on voit les TEDx, c'est des prêches de quelques gourous, et c'est effectivement, il y a un chapitre sur les gourous, la gourouisation de cette économie-là. Est-ce que, alors si c'est une religion, est-ce qu'il y a des apôtres, et est-ce qu'il y a un dieu? Alors oui, je dirais que le dieu c'est Internet. C'est pas moi qui le dis, c'est Evgeny Morozov qui le disait dans un de ses bouquins, son bouquin sur le solutionnisme technologique, où il montre que il écrit dans son bouquin Internet avec un I majuscule pour bien montrer que c'est vu comme une entité à part entière, vraiment qui allait changer la vie de tout le monde, et une fois que c'était enclenché, tout ce qu'elle était développé grâce à ça allait être fantastique. Bon, on a un petit peu plus de recul maintenant, et on sait ce qu'il en est. Donc je pense que le dieu ce serait Internet. Et après les apôtres, les premiers apôtres c'est Steve Jobs, Bill Gates et compagnie. On pourrait faire d'ailleurs une généalogie des apôtres. Ah oui. Après il y a pas mal de chercheurs qui ont fait des généalogies de ce qu'ils appellent l'évangélisme technologique. Parce que là, Steve Jobs c'était le prêche par excellence, et c'est vrai que maintenant on a tout ce qui est les conférences TEDx et compagnie qui sont payées par des grosses boîtes, soi-disant pour montrer des idées qui changent le monde, mais c'est souvent des histoires personnelles qu'on raconte parce que on a soit un bouquin ou une prochaine conférence à vendre, soit on est là pour présenter sa start-up. Et donc attirer des investisseurs, etc. Et bon, il y a rien. Voilà, c'est des conférences, c'est des grandes idées qui sont là uniquement pour entretenir le système, plus qu'autre chose. C'est pas là-dedans qu'on va trouver des choses révolutionnaires. Et il y a ces gourous-là qui viennent contaminer un petit peu toute l'économie numérique, où c'est pareil, ils sont assez peu nombreux, mais ils vendent du rêve, et ils sont suivis par tous ces jeunes qui sortent d'écoles de commerce ou autres, qui disent tiens, on va faire de l'argent. On va faire de l'argent. Dans la Silicon Valley, des gens comme ça, tu leur demandes ce que c'est leur métier. Leur métier, c'est faire de l'argent. Voilà. Grâce au dieu Internet, on applique les méthodes des startups et on fait de l'argent, quoi. C'est magnifique. On va faire de l'argent en son vol monde. Et là, c'est Camoulox. T'as les deux trucs qu'il faut absolument, quoi. Ah bah ouais, c'est ça. C'est le problème en ce moment, c'est qu'on a tellement réussi à faire croire qu'on pouvait améliorer la vie de tout le monde tout en faisant de l'argent, que c'est devenu le Graal. Si Macron et compagnie sont à fond dans ce qu'ils appellent la tech for good en ce moment, c'est Mounir Majoubi qui disait la technologie au service des humains. Voilà, c'est très beau, la technologie au service des humains, mais en fait en regardant les modèles économiques, c'est loin d'être au service des humains. Mais il y en a plein qui sont dans ce milieu-là qui vont te dire que Uber c'est au service des humains, parce que ça donne du travail à des gens qui n'en auraient pas eu autrement.
il le croit. Hein. Bien sûr, mais plus proche de nous, Agnès Buzyn, qui pour la crise du manque de lits à l'hôpital, propose un logiciel qui va gérer l'allocation des lits. Donc, sachant qu'en fait, non, on manque de lits. Donc, le logiciel dira jusqu'au manque de lits, ou va faire du prédictif, ou va renvoyer des gens chez eux. Oui, c'est ça. Et la méthode, la méthode pour monter une start-up qui a des chances de marcher en ce moment, c'est tout simple, c'est assez simple finalement. C'est d'identifier un service public qui est en difficulté ou qui a besoin de trouver des ressources propres parce qu'il est plus financé, et de trouver une idée un peu maligne pour lui faire gagner de l'argent ou pour gagner de l'argent sur son dos. Il y a Apital, t'as entendu parler de Apital, je pense, pour revenir sur l'hôpital. Ouais. C'est une des pépites de la French Tech en ce moment. En fait, c'est une conciergerie qui te propose des services à l'hôpital, de coiffure, de massage, de tout ce que tu veux pour améliorer ton quotidien. Ton hospitalisation, c'est pour ça que ça s'appelle Apital. Enfin, c'est là, rien que sur le nom, ils ont été très très forts. Ah, ils se sont donnés, ouais. Mais quand tu regardes comment ça se passe, il y a eu un article dans Le Monde récemment. Moi, c'est une boîte que je suivais depuis un petit moment aussi. Les méthodes de vente forcée et compagnie ont l'air assez développées. Mais je voulais revenir aussi c'était sous Hollande, il y avait ce jeune aussi merveilleux qui allait en finir avec le chômage en France, qui avait repris Pôle emploi, je ne sais pas si tu te rappelles, un jeune cerveau brillant, et je ne sais pas où il est aujourd'hui. Enfin, tu sais où il est, toi? Qu'est-ce qu'il a fait de Pôle emploi? Où on en est? Non, alors il continue à faire des choses, parce qu'il y en a beaucoup comme ça qui se sont lancés aussi en se disant non, mais on n'est pas une start-up, on est une fondation, une ONG ou machin. Du coup, ils utilisent exactement les mêmes méthodes, mais ils arrivent à aller chercher des fonds publics, des choses comme ça. Enfin, j'en parle dans le bouquin là. Où l'économie sociale et solidaire est en train de se faire bouffer un petit peu par l'esprit start-up aussi, et c'est pour ça que moi je parlais de start-upisme, parce que ça va plus loin que les start-up. C'est un esprit, comme tu disais, faire le bien en gagnant de l'argent. C'est devenu c'est séduisant aussi, c'est normal, donc ça contamine un petit peu tout, alors qu'il faudrait plutôt s'intéresser aux problèmes et je sais pas, par exemple lire des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. c'est ce que j'ai essayé de faire. Tout ça, le bouquin, c'est aussi pour donner des idées de lecture. Il y a énormément de choses, tout est sous notre nez, il suffit de lire un petit peu tout pour comprendre. Donc ce brave gars de Pôle emploi, je crois qu'il existe toujours, il est toujours dans le circuit. Mais ça a pas révolutionné grand chose ce qu'il a proposé à Pôle emploi. C'est ça, voilà, on voit bien qu'on en est toujours à quelques problèmes similaires, mais il y a aussi, on a l'impression que, un peu comme toujours, en France ou en Europe, on est à la traîne. Nous, on rêve de licorne, on rêve de faire le prochain Google, alors qu'aux États-Unis, 50 procureurs vont lancer une enquête antitrust contre Google. Ouais, alors ça c'est une des interrogations du livre, et puis on en discute souvent, c'est de savoir pourquoi on en est arrivé là, alors qu'on va nous vanter l'accélération de tout, l'accès à l'information grâce à Internet, etc. Les problèmes du modèle des startups et les remises en question autant académiques que des journalistes, que plein de choses, elle existe depuis longtemps aux États-Unis, cette remise en cause là. Et on a l'impression que, alors parce que il y a des intérêts économiques, parce que aussi, je pense que l'élection de Macron est pas neutre et pas participé largement à ça. On est dans cette folie-là, alors qu'aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le techlash aux États-Unis. Il existe depuis longtemps, mais de plus en plus fort depuis 2-3 ans. Où moi j'en ai parlé avec des entrepreneurs aux États-Unis, c'est vraiment grand public. C'est pas juste des initiés qui se disent ce modèle start-up pose des problèmes, il faut qu'on en discute. Non, c'est le grand public qui commence à s'en rendre compte vraiment. Et nous, on continue à nous dire, avec un jargon qui permet de le mettre à distance du grand public, non, mais si, il faut faire ça, c'est l'avenir, regardez, tous ceux qui ont fait ça sont devenus, il faut rester à la pointe de l'innovation, etc. Alors qu'en fait, non. Tu parlais des États-Unis, il y a Google, Facebook et Amazon principalement, sont en train de, on peur parce que ils vont avoir des enquêtes antitrust sur le dos. Et il y en a pas eu depuis Microsoft, donc ça fait quasiment 20 ans. C'était en 2001.
Mais là, ça arrive. Et nous, non, on veut faire le prochain Facebook. Quand Cédric O a remplacé Mounir Majoubi au secrétariat d'État au numérique, il a dit qu'il lui fallait 20 licornes dans les 2-3 ans, il rêvait que le prochain Zuckerberg soit français pour inspirer les petits jeunes en France. C'est incroyable, c'est complètement déconnecté de la réalité et ça a 4 ou 5 ans de retard. Et on a des élites politiques qui sont relativement béates devant le technologisme, enfin, qui n'y connaissent rien et qui trouvent que c'est très bien de faire ça. Et Emmanuel Macron a fait son charisme, sa geste, sa prise de pouvoir en utilisant la French Tech comme un outil de prise de pouvoir. Il a utilisé la French Tech comme outil de prise de pouvoir, notamment pour se faire une image à l'étranger. On se souvient de cette grande réception au CES de Las Vegas avec Muriel Pénicaud à l'époque, Business France, qui s'arrange pour faire ça. Alors je me souviens plus des prix, mais ça avait coûté cher. Il était ministre à l'époque, il n'était pas encore candidat, mais c'était de la pré-campagne. Ouais. Mais la French Tech l'a toujours adoré. Hein. Et oui, ça a été un peu le tremplin. Et ils le soutiennent, ils vont le soutenir jusqu'au bout parce que c'est un petit milieu. Ça fait très peu de gens. Au final, ça fait très très peu de gens. Les startups, je prends souvent l'exemple de Nantes. Nantes qui vante énormément ses startups, enfin, c'est une des villes qui est la plus active là-dessus, il y a énormément d'argent autant dans l'accompagnement des startups que dans la promotion. C'est 2200 emplois sur une métropole comme Nantes. Alors évidemment, il y a un secteur du numérique qui est beaucoup plus important autour, mais les startups en elles-mêmes, dont la plupart sont pas des startups d'ailleurs, on pourrait discuter de la définition, je crois que c'est 2200 emplois sur toute l'aire métropolitaine de Nantes. Voilà. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule, mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Et je pense qu'au niveau local aussi, c'est une histoire de marketing territorial avec l'essor des métropoles. Il y a aussi cet enjeu-là, c'est toujours ce que joue Macron et le gouvernement au niveau international en disant on veut être attractif et pour ça il faut être à la pointe de la technologie et faire des grosses startups. Il se joue aussi après au niveau local parce qu'on va attirer les entreprises, leur donner envie de s'installer et booster le tissu économique local. Ce que des sociologues ont montré, j'en parle dans le livre, que ça marchait pas comme ça malheureusement et que tous ces efforts étaient un peu vains. Tu conclus en disant que tu t'attendais pas à une telle déconvenue. Finalement, tu partais un peu pour faire le pour et le contre et voir ce qu'il en était. Est-ce que aujourd'hui, tu vois des pistes pour qu'est-ce qu'il y aura après le start-upisme ? Comment se débarrasser du start-upisme ? Se débarrasser, ça va être compliqué. Ça colle. Ça colle ces choses-là. Ça va être dur. Par contre, c'est ce que je disais au début, il faut réussir à expliquer ça. Au départ, en fait, moi, c'est parti de la série audio que j'ai fait, Disruption protestante, où le but, c'était de vulgariser tout ça et d'expliquer en se disant que c'était important que le grand public comprenne ce qui se passe pour que tout le monde puisse être acteur aussi. On nous voit ça comme une révolution. Et quoi que la French Tech dise, c'est un milieu qui n'a rien d'inclusif. Et on n'essaye surtout pas d'attirer des gens qui ne sont pas de ce milieu-là. C'est un entre-soi d'ingénieurs et de commerciaux, et de plus en plus de politiques. Et moi, ça me posait problème, et c'est pour ça que j'ai bossé sur Disruption protestante. Au départ, comme tu le disais, c'était plus pour voir comment ça se passait. Alors j'avais l'intuition, en ayant bossé aussi dans une start-up, un petit peu en allant de temps en temps aux États-Unis, j'avais l'intuition que ce qui se passait en France était un peu baroque, on va dire, sur l'organisation de tout ça. Ouais. Donc je voulais expliquer ça. Et puis petit à petit, c'est vrai qu'en creusant le truc, alors il y a eu la série, et puis après il y a eu l'envie d'en faire un bouquin aussi, parce que la série audio c'était vraiment concentré sur les entretiens avec des entrepreneurs, alors là pour le coup du côté de Rennes, qui racontent leurs histoires, mais en même temps avec l'écriture de la série, j'essayais moi d'apporter des choses, des fois aussi de taper sur certains institutionnels ou le gouvernement, ce que ne pouvaient pas se permettre les gens que j'interviewais, mais comme ça faisait une balance un peu entre les deux. Je me suis dit que c'était intéressant de montrer un peu, de montrer un peu plus, parce que moi j'ai beaucoup lu d'auteurs évidemment français. Il y a beaucoup d'auteurs français, que ce soit des universitaires ou des journalistes qui bossent sur le sujet, et il y en a surtout beaucoup aux États-Unis. Ce que je disais tout à l'heure, ça fait plusieurs années. Je voulais faire un peu une synthèse de tout ça pour le public français en français. C'était ça au départ l'objectif.
Et c'est vrai qu'avec les gilets jaunes, notamment, et tout ce qui se passe autour, ça a un peu changé parce que en travaillant sur ces sujets-là comme ça, on se rend compte qu'il n'y a pas, malgré la communication autant du gouvernement que des entreprises du numérique, il y a quand même pas mal de problèmes et que au bout d'un moment, ça c'est un problème dont on pourrait parler plus largement. C'est difficile de faire juste le pour et le contre et débrouillez-vous. Je crois que c'est un problème qu'a le journalisme aussi depuis quelques temps. Voilà, il y a cette thèse-là, il y a cette thèse-là, et débrouillez-vous avec, un peu comme sur le problème écologique où regardez, il y a nous on a cette vision-là, nous on est les industriels des énergies fossiles, on a cette vision-là, et en gros, voilà, nous on vous montre les deux, débrouillez-vous. Alors que au bout d'un moment, à mon avis, il faut s'engager aussi. C'est pas un engagement politique au sens partisan ou je ne sais quoi. C'est juste peut-être citoyen plus d'ailleurs comme engagement. En disant, regardez, moi je comprends un petit peu ce modèle-là. Je l'ai étudié pendant longtemps, j'ai lu beaucoup de choses. Voilà ce qui se dit. À mon avis, là, il faut quand même commencer à y réfléchir et un peu plus et montrer qu'il y a des modèles en dehors aussi. Ce que je disais tout à l'heure, la plupart des gens qui sont dans l'économie numérique en France, ils sont pas dans ce modèle-là. Ça les intéresse pas. Ils veulent juste monter une petite PME sympa. Et s'il y a une dizaine de petites PME comme ça qui respectent leurs salariés et qui respectent leurs clients, qui lèvent pas forcément, qui peuvent lever des fonds, au bout d'un moment il faut la financer son entreprise, c'est normal, mais pas forcément rentrer dans des guerres de levée de fonds comme peuvent faire les licornes et le modèle startup. Et 10 ou 15 boîtes comme ça, ça vaut peut-être plus le coup que une grosse licorne qu'on va doper au lever de fonds et qui sera pas forcément durable. Je donne quelques exemples. C'est ce que fait notre ami Antoine de Decker à Grenoble. C'est un exemple parmi d'autres. Et puis Paul-Louis Beltante à Biarritz, là, que je cite dans le bouquin. Voilà, montrer qu'il y a d'autres façons de faire et que cette façon de faire là est pas bonne, et puis appeler aussi à réfléchir à qui profite la chasse à la licorne et voir qu'il y a des modèles qui sont sans doute plus vertueux, mais pour ça il faut pouvoir le discuter, l'expliquer aux gens et faire preuve un petit peu de pédagogie. La fameuse pédagogie, c'est pas la même pédagogie qu'En Marche, mais pour montrer que ces questions technologiques là sont pas inéluctables et doivent être discutées de façon un peu plus démocratique, parce que ça nous engage, ça risque de nous engager pour longtemps. C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulain, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, @poulain2012, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top.